Salam alaikum, Mazoul. Bonsoir. Les récentes confessions de Bernard Bajolet, ex-ambassadeur de France en Algérie, ont semé la panique au sein du régime algérien. Une grosse panique, une vraie alarme. Des confessions vraiment très inopportunes pour un régime qui est à la croisée de ses chemins, en pleine purge interne, pris au piège de ses propres contradictions et qui ne parvient pas à se dépêtrer de la problématique que lui pose la prochaine échéance présidentielle. Ces indiscrétions, appelons-les comme ça, que nous livre Bernard Bajolet dans son dernier livre, Le soleil ne se lève plus à l'Est, ont sonné comme un gong qui annonce la fin d'un match, ou plutôt le commencement d'un affrontement dont ce régime se serait très bien passé. Parce que Bajolet n'a pas été avec le dos de la cuillère. Parce que venant de lui, tout particulièrement, ces révélations ne sont pas seulement à prendre très au sérieux, mais suggèrent très clairement que quelque chose de décisif est en train de changer, voire de bouleverser les très extraordinaires et très intimes relations algéro-françaises. Ou devrions-nous dire les relations de la France avec le régime qui a fait main basse sur l'Algérie, et ce serait plus correct et plus vrai de le dire comme ça, je crois. Alors, rappelons d'abord qui est Bernard Bajolet. Bernard Bajolet est un haut fonctionnaire français à la retraite et qui ne parle plus au nom de l'État français, comme nous l'a rappelé l'actuel ambassadeur français en Algérie, certainement pour atténuer les effets de ce gros pavé dans la mare des connivences. Mais voyons un peu, de façon assez lapidaire, ce que fut son parcours. Diplomate de haut rang, ancien patron des services de renseignement et grand initié du monde arabe ou dit arabe, sa véritable vocation s'emballa à Alger, entre 1975 et 1978, où il fut premier secrétaire de l'ambassade française. Puis en 1991, où il fut nommé directeur adjoint d'Afrique du Nord et Moyen-Orient, avant d'occuper les fonctions d'ambassadeur dans plusieurs pays arabes et musulmans, comme l'Algérie, où il représenta la France entre 2006 et 2008. Après quoi, il fut nommé coordonnateur national du renseignement auprès du président Sarkozy, entre 2008 et 2011. Entre 2013 et 2017, il fut nommé par le président Hollande à la tête de la DGSE, Direction générale de la sécurité extérieure. Et c'est dire pourquoi ces déclarations sont aussi graves, pourquoi celles-ci ont provoqué une onde de choc à Alger et pourquoi elles donnent à penser qu'elles ne sont ni fortuites ni de simples états d'âme d'un ex qui s'ennuie. Aujourd'hui. Liberté. L'ex-ambassadeur de France à Alger révèle dans son livre Bajolet, la corruption a touché la famille de Bouteflika, par Farid Belkacem. El Watan, Bernard Bajolet. Bouteflika est maintenu en vie artificiellement. El Watan, Bernard Bajolet, ancien ambassadeur de France en Algérie. Nous regrettons de n'avoir pas donné de chance à Boudiaf. Les graves confessions de Bernard Bajolet sur le régime algérien, c'est le titre de notre émission aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai avec moi au téléphone depuis l'Algérie Borhan Messir, haut fonctionnaire international à la retraite. Bonjour Borhan, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir M. Bachinou, bonsoir à vos invités et à tous les téléspectateurs d'Al Magharibi. C'est moi qui vous remercie, M. Bachinou. Merci. Karim Tabou, président de l'UDS, qui est avec nous au téléphone. Bonjour Karim Tabou, merci d'être avec nous. On est en train d'essayer de le joindre. Brahim Younsi est ici avec nous sur le plateau. Vous êtes ancien cadre du MDA. Brahim Younsi, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs. Merci. Et Ezdine Zalani, juriste, analyste politique. Merci Ezdine Zalani de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci également de nous avoir invités. Merci.
Alors, nous allons commencer par Burhan Messir au téléphone. Burhan Messir, qu'est-ce qu'on dit en Algérie sur ce gros pavé dans la mare, sur les réactions qui semblent être des réactions de panique du régime qui a fait annoncer que Bouteflika allait tenir un conseil des ministres aujourd'hui et apporter un cinglant démenti à ses confessions, donc celle qui a le plus gêné, qui dit que Bouteflika est quasiment en assistance médicale, qu'il est quasiment mort-vivant. Burhan Messir. Écoutez, peut-être je vais choquer, mais contrairement à ce qui était attendu, il n'y a pas eu vraiment de réaction par rapport à ce livre. Pour l'instant, tout est calme, même au niveau de certains partis politiques qui sont plus ou moins censés prendre le relais et défendre, du moins essayer de contre-attaquer par rapport à ce livre. Eh bien, c'est le calme plat, il n'y a pas eu de réaction. Je ne sais pas quel est le rapport avec le Conseil des ministres de cet après-midi, mais ce qui est sûr, c'est que ce livre, pour l'instant, n'a pas fait réagir, ou du moins de la manière la plus officielle qui soit, c'est-à-dire en faisant un petit peu de bruit. Il n'a fait réagir ni au sein du régime, ni vraiment dans la presse, ni au sein des partis politiques, ni au sein des institutions, curieusement. Écoutez, mis à part la presse, c'est vrai que de la presse, on a parlé par rapport à certains bribes de ce livre. Mais de la manière officielle, c'est-à-dire par rapport aux institutions, il est clair qu'on va vous dire que c'est un livre qui a été écrit par un ex. Donc ça ne nécessite pas une réaction du moins officielle, que ce soit de la part du MAE ou d'autres institutions. Par contre, là où il devrait y avoir une réaction, c'est au moins les partis politiques tels que le FLN, le RND, le MPA, le TEJ, les partis qui sont plus ou moins affiliés au pouvoir, au moins pour essayer de démentir. Mais malheureusement, pour l'instant, mis à part peut-être une insinuation de Emmanuel Abbas quand il avait parlé de maestro par rapport au mode au mode de gestion de Bouteflika, il n'y a pas eu de réaction et c'est étonnant. Et c'est vraiment très étonnant. Mais si vous permettez, après j'en parlerai par rapport à certains bribes, parce que personnellement, je n'ai pas encore lu le livre, mais je vais essayer plus ou moins de me contenter de commenter certains flashs qui ont été tirés de ce livre-là. Alors, grosso modo, l'un dans l'autre, quelques informations, mais tout à l'heure, Brahim Youssi va nous en parler parce qu'il a lu le livre, ne serait-ce qu'en partie. Bajolé dit de Bouteflika qu'il est maintenu en vie artificiellement. Il dit aussi qu'il est inquiet pour l'avenir de l'Algérie, que les richesses de l'Algérie sont accaparées par une oligarchie qui les gaspille sans compter. Que lui-même, Bernard Bajolé, a été pris de vertige par les sommets que la corruption avait atteints, touchant jusqu'à la famille du chef de l'État et de nombreuses autres révélations du genre. Restez avec nous, Brahim Messir. Karim Tabou, merci d'être avec nous. Bonsoir. Salam, merci. Merci pour l'invitation. Alors, Karim Tabou, votre sentiment sur la parution de ce livre et les révélations de M. Bajolé sur le régime algérien qui sont quasiment inédites. On a de mémoire d'homme, on ne connaît pas de telles déclarations émanant de responsables qui ont autant approché le régime algérien. Enfin, c'est plus des révélations connues de la rue algérienne, de la presse algérienne, de la classe politique algérienne. Je pense qu'il parle de vertige. Nous avons dépassé le stade du vertige, nous sommes pris par l'hypertension. Et la réalité de tous les jours est que si on pouvait compter le nombre de scandales qui ont tous fini en tout cas par des oubliettes, par tout simplement des procédures qui ont fini par classer tous ces dossiers. Et il n'y a pas grand monde qui se bouscule devant les tribunaux ou dans les prisons sur les sujets liés à la corruption. Vous savez très bien que depuis une dizaine d'années au moins, d'une manière méthodique et progressive, on a nommé les responsables dans les postes clés de l'État à l'effet justement de garantir l'impunité. Finalement, dans ce pays,
on aura réalisé, pendant les 20 années qui se sont passées, deux impunités majeures. La première impunité, c'est celle pour laquelle des hommes et des femmes devaient répondre de leurs responsabilités devant des crimes contre l'humanité qui ont été commis pendant toute une décennie contre un peuple qu'on a puni parce qu'il a osé demander la liberté, parce qu'il a osé revendiquer le changement. Et vous savez très bien que depuis l'élection de 1999, toutes les procédures, toutes les décisions qui ont émané des centres politiques du pouvoir avaient pour priorité, avaient pour mission assurer l'impunité. 10 ans après, ou 20 ans après, nous sommes avec un autre type d'impunité, avec un autre type de crime et un autre type de dépassement. C'est les dépassements contre l'économie nationale, c'est des crimes économiques, ce sont des opérations de pillage à ciel ouvert, et pire encore, ce qu'on a eu, si nous nous limitons à ce qui a touché à l'essentiel de ce qui constitue la colonne vertébrale d'un pays. Souvenons-nous que sur les 20 années, on a eu le DGSN qui a été assassiné et on a eu un autre DGSN qui est accusé de trafic de drogue. Pendant 20 ans, ceux qui étaient chargés de la sécurité des Algériens étaient soit assassinés, donc n'ont pas pu assurer même pas la sécurité pour eux-mêmes, soit impliqués dans de graves situations qui, dans un pays normal, dans un pays démocratique, auraient soulevé un tollé général auprès de la population, auprès de la presse, auprès des médias, auprès des avocats, auprès de la justice, dans tous les secteurs de la vie. Normalement, c'est un tollé général. Et restez avec nous, Karim Tabou, je reviens à vous dans un moment. Azdine Zalani, d'abord, votre sentiment sur ces sorties, ces révélations sur ce livre de Bajolé et aussi ces déclarations, certaines de ces déclarations à la presse? Pour une fois, ça arrive souvent, mais pas très très souvent, il faut le souligner. Pour une fois, la forme l'emporte sur le fond. Pour une fois, c'est la forme elle-même, c'est-à-dire le personnage, oui, la personnalité, oui, beaucoup plus que les déclarations. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Hein, voilà, tout à fait. Très proche du régime algérien. C'est celui, oui, qui dit les choses qui sont connues, qui sont devenues basiques, qui sont même devenues tellement qu'elles ont été rabâchées. Absolument. Ce qu'il dit, en fait, le citoyen lambda algérien, il connaît. Il dit des évidences. Oui. Et quand une personnalité politique de son gabarit sort pour dire quelque chose, oui, l'habitude, ce qui est habituel, ce qui est connu, ce qui est entendu, c'est qu'ils disent des choses importantes, pas farfelues, oui, du moins. Surtout quand il sort des mémoires et que peut-être ça peut l'aider éventuellement dans les ventes et autres. Oui. Et il nous sort quelque chose de totalement basique, mais justement, ce basique-là, oui, oui, manque aux relations franco-algériennes. Les relations franco-algériennes sont tellement liées, fortes, et on peut prendre tous les adjectifs qu'on veut, et ils ont souvent été cités, c'est-à-dire que l'une ne peut pas se passer de l'autre, que ce soit au point de vue historique, que ce soit au point de vue économique, culturel ou autre, etc., que tout ce qui a affaire à l'Algérie intéresse la France. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des relations entre un État français et un État algérien? Ou est-ce que nous pourrions dire, est-ce qu'il y a des relations entre un État français, parce que personne ne peut dire que ce n'est pas un État normalement élu, etc., même si on peut dire... et un régime qui s'est autoproclamé maître du pays? Ou est-ce que nous devons dire les relations entre l'Algérie et la France, même si l'Algérie n'est ni souveraine, ses institutions sont absentes? Est-ce que nous pouvons dire que c'est de relations entre l'Algérie et la France? On disait souvent autoproclamé pour signaler le manque de légitimité du pouvoir ou du régime, oui, appelons comme on veut. Mais malheureusement, le mot autoproclamé en 62 ou en 58 ou après 56, ou je ne sais quand, ou en 65, ne correspond pas, à mon avis, à mes propres convictions et peut-être à celles de beaucoup de mes concitoyens. Autoproclamé, je ne pense pas instaurer
installée déjà à partir de 1958. Oui. Dans les officines du pouvoir français et de De Gaulle en particulier, qui savait où il allait et qui savait à qui il avait affaire, en éliminant d'une manière méthodique tout ce qui allait, tout ce qui avait, disons, le coup tordu parmi les révolutionnaires et les révoltés, ou les guérilleros, ou donc les opposants algériens, qu'ils soient civils ou qu'ils soient, comme Ben Mehdi par exemple, qui a été éliminé froidement, et comme d'autres qui sont de la même, j'allais dire, envergure et qui ont été maintenus jusqu'à l'indépendance. Donc la politique française, à partir de 56, 58, et surtout donc cette période-là, a été d'une froideur extrême. Elle a choisi ses futurs collaborateurs. Non seulement elle a éliminé dans une sorte de mare de sang, terrifiant, contre une population qui était finalement... Au moment où le Hallen de l'intérieur était laminé, l'armée des frontières était renforcée. Mais la population civile aussi a été laminée et donc réduite pratiquement à néant. Elle a préparé tranquillement la relève. Ce serait fou de ne pas l'avoir compris à l'époque ou plus tard, rapidement. On n'avait pas compris, nous qui croyons avoir un peu un regard sur l'histoire récente de notre pays. Maintenant, on le voit d'une manière flagrante. La France officielle, je ne parle pas du peuple français, de l'époque, suivie par les années Mitterrand, qui l'ont véritablement mis en perspective, et pour le reste, on a vu Chirac et le reste jusqu'à présent, la continuation de la mise en application de cette politique qui consistait et qui consiste toujours à gérer les pions et leur... un État français et un régime proconsul. Tout à fait, pour être concis. Je reviens à vous dans un moment. Brahim Younsi, vous qui avez donc parcouru ce livre... Lu. D'accord. Alors, dites la partie concernant l'Algérie. D'accord. Qui se passe à la Villa des Oliviers. D'accord. Voilà. Oui. Donc, non. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, M. Bajolé? Je ne vais pas dire ce qu'il dit. En substance. Je ne vais pas dire ce qu'il dit. En tout cas, pour moi, M. Bajolé pousse des portes ouvertes. Il ne fait aucune révélation. Aucune. La maladie du chef de l'État, qu'il ignore. Oui, mais le fait que ce soit lui qui... Non, mais d'accord, mais ça... C'est lui qui est la France, d'une certaine manière. Oui, oui. Ça, c'est vrai. Oui. Mais il ne dit rien que nous sachions déjà. On est d'accord. C'est clair. On est d'accord. Bon, bien sûr, quand c'est l'ancien chef des services de renseignement français qui le dit... Voilà. Bon, lorsque c'est l'ancien ambassadeur de France à Alger, lorsque c'est l'ancien coordonnateur des services de renseignement auprès de Sarkozy... Mais ce qu'il dit en filigrane, d'une certaine manière, et moi cela m'a surpris. D'accord. Parce que chacun d'entre nous ici pensait, et cela vient d'être dit, que la France était le centre de décision de l'Algérie. Oui, c'est ce que pensent beaucoup de gens. Or, ce n'est pas ce que nous dit M. Bajolé. Ce n'est pas ce qu'il dit. Ce n'est pas ce qu'il dit. Que la France n'est pas le centre de décision de l'Algérie. C'est ce qu'il dit. Ah bon? Oui. Il ne reconnaît pas que c'est la France qui a ordonné le coup d'État de 92. Il dit le contraire. Ah bon? Il dit le contraire. D'accord. Il dit le contraire. Il dit totalement le contraire, qu'il y avait deux camps. Un camp qui était pour l'interruption du processus électoral, comme il dit, oui. Ce que nous appelons un coup d'État, et c'est un coup d'État, oui. Et un camp auquel lui-même appartenait. Et qui y était opposé. Et qui était opposé à l'interruption du processus électoral, et qui était favorable à une collaboration avec les vainqueurs, selon certaines conditions, et il appuie, et cela est une vérité. Quelles conditions? Est-ce qu'il les a dites? Non, il ne dit pas. D'accord. Il ne les donne pas. Ouais. Mais il dit que François Mitterrand, ce qui est une vérité, quoi qu'on dise, avait dénoncé le coup d'État. Oui, publiquement, mais en aparté... Attendez, ça c'est un homme des services. C'est autre chose. Mais nous ne savons pas. Je dis ce que dit... Non, selon des témoignages de proches de Mitterrand. Qu'en aparté, il aurait ordonné... Marchiani est beaucoup moins... Si vous pensez à lui, il n'était pas proche de Mitterrand. Oui. Il était beaucoup moins sérieux, beaucoup moins crédible que peut l'être Bajolé. D'accord. Vraiment. D'accord. Bajolé était ambassadeur en Algérie, il connaissait les choses, même s'il a dit certaines sottises. Marchiani, les Pandreau, les Pasqua, on n'était pas moins au courant de ce que se faisait. Même s'il a dit certaines sottises. D'accord. Il a dit certaines sottises, notamment sur l'interruption du processus électoral ou l'agrément donné au fils. D'accord.
l'agrément donné au fils surtout. Il dit des sottises. Il n'a pas vérifié ses sources, il n'a pas vérifié les textes algériens. Et ça m'étonne de quelqu'un qui a été ambassadeur en Algérie, qui a dirigé les services spéciaux français. Cela me surprend beaucoup. Quant aux relations bilatérales, là aussi... Et pourquoi ça vous surprend, au juste? Qu'est-ce qu'il a dit sur l'agrément du fils? Il dit tout simplement que, et ça, je suis d'accord avec lui sur une chose, à savoir que la transition, si on peut appeler ça une transition, à la suite des journées d'octobre 88, la situation a été très mal maîtrisée. Je suis d'accord avec lui pour dire qu'elle a été mal maîtrisée, mais à escient. Parce que j'ai vécu cela. Mais à escient. Cela a été fait de façon délibérée et volontaire de la part du pouvoir, en laissant l'anarchie se faire. Mais je ne suis pas d'accord avec lui, avec la raison qu'il invoque. Et laquelle? À savoir que c'est l'agrément donné au fils, alors que la Constitution interdit la reconnaissance ou l'agrément de partis basés sur la religion. Oui. Et ça, c'est une sottise. La Constitution n'a jamais dit cela. Jamais. Jamais. La formation, la création de partis politiques est régie par l'article 40, que je vais dire pour que personne ne va me contredire. Alors, la création de partis politiques régie par l'article 40, le droit de créer des associations à caractère politique, c'est ce que dit l'article 40 de la Constitution, à caractère politique est reconnu. Ce droit ne peut toutefois être invoqué pour attenter aux libertés fondamentales, à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale, à l'indépendance du pays et à la souveraineté du peuple. Et alors moi, je défie. À quel moment a-t-il été fait mention de ces lignes rouges à caractère régional, ethnique, religieux? Je vais vous dire, mais attention, même là, le texte est balisé. Oui. Même là, le texte de loi est balisé. C'est le texte de loi sur les associations à caractère politique, publié. Sur la Constitution. Lisez l'article où il parle d'associations... Pas du tout. Nulle part. Et je défie quiconque de me le démontrer sur la Constitution. J'ai dit l'article 40. Et seulement l'article... On peut voir la Constitution tout de suite. J'aurais dû la porter avec moi d'ailleurs. Ben oui, mais pas du tout. Relisez-le bien. Non, je l'ai bien relu mille fois. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'interdiction de parti à caractère religieux. Il y a la loi. Non, c'est venu peut-être après l'agrément. C'est totalement faux. Après l'agrément, il y a eu un amendement. Il y a la loi sur la Constitution qui ouvre à l'époque pour les associations. Attendez, je termine. Je termine. Ce que je dis, il y a la loi. La Constitution, les partis, les associations, c'est comme ça qu'on les appelait, à caractère politique, n'étaient régies que par l'article 40. Je défie. C'est ça je le relise mal, là, maintenant. Oui, s'il vous plaît, oui. Parce que vous l'avez lu comme ça d'une manière presque banale. Mais l'essentiel est là, monsieur. Le droit de créer. Oui. Parce qu'après la loi, elle doit se référer et être... À la Constitution, conforme à la Constitution. Voilà, d'accord. Parce qu'il y a une hiérarchie des normes. Tout à fait. Bon, on va essayer d'avancer parce que ce n'est pas notre sujet, donc nous allons essayer d'aller. Que je répète, je vais lui allons-y, relisez. Le droit de créer des associations à caractère politique est reconnu. Oui. Ce droit ne peut toutefois être invoqué pour attenter aux libertés fondamentales, à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale, à l'indépendance du pays et à la souveraineté du peuple. Vous vous rendez compte, excusez-moi, là-dessus, rapidement, parce qu'on ne va pas... Avant toutes ces choses-là, l'indépendance du pays, c'est quelque chose de sacré. On a cité, avant tout, les libertés fondamentales. Les libertés fondamentales ont été citées dans la Constitution, dans l'article 40, bien avant l'indépendance du pays, l'unité nationale et tout ça. Le législateur a fait un choix de priorité non, c'est une priorité importante. Qui ne laisse en rien... C'était quoi, donc? Il est où le problème? Non, mais j'aimerais qu'on avance. Qu'est-ce qui vous gêne Non, ça ne me gêne pas. C'est ce qui est chaud. Qu'est-ce qui vous gêne? Ça veut dire par rapport à Bajolé. Vous interprétez. La création du fils. Nous allons. Pouvait attenter aux libertés fondamentales. Le fils. Le fils ou d'autres parties. Je suis d'accord. Alors, je vais vous demander, Zalen et Younsi, s'il vous plaît. Je termine. Non. Ce que je voulais dire, c'est
sur la loi. On va vite passer parce que ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Donc, Brahim Younsi voulait démontrer que Bajolais se trompait. On va passer. Et je défie quiconque, constitutionnaliste, juriste, politique, etc., de m'apporter le contraire. Mais attendez, je dis la loi. Oui. Je dis la loi. D'accord. Je dis la loi. La loi du 5 juillet 1989, relative aux associations à caractère politique, publiée par le journal officiel. Elle dit ceci. Aucune association à caractère politique ne peut fonder sa création et son action sur une base et ou des objectifs comportant des pratiques sectaires et régionalistes, le féodalisme, le féodalisme et le népotisme, l'établissement de rapports d'exploitation et de liens de dépendance, un comportement contraire à la morale islamique et aux valeurs de la révolution du 1er novembre. Dans ce cadre, l'association à caractère politique ne peut en outre fonder sa création ou son action sur la base, et entendez bien cet adverbe, exclusivement, confessionnel, linguistique, régionaliste, d'appartenance à un seul sexe, à une seule race ou à un statut professionnel. Et le vocable exclusivement vient de démonter toute la construction, ce qui fait que ça ne voudra rien dire. Parce qu'aucun parti ne viendra dire « moi je fonde exclusivement sur l'islam ou sur… » Donc cet adverbe exclusivement prévoit que le fils n'était pas, comme le dit Bajolais, interdit par la Constitution, encore moins par la loi. Très bien. Sur ce point, on est d'accord. Et sur le reste de ce qu'a dit Bajolais? Très rapidement. Sur ce qu'a dit Bajolais, d'abord sur les relations algéro-françaises. D'accord. Il dit une chose assez surprenante. Je l'ai dit tout à l'heure, pour dire que le centre de décision d'Alger n'est pas Paris. Et il dit même que Vous êtes d'accord avec ça, vous? Que le centre de décision n'est pas Paris? Je ne suis pas dans les arcanes. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais on ne peut rien en penser. Je ne suis pas dans les arcanes. Je ne suis pas dans le cadre. Je dis ce que dit Bajolais. D'accord. C'est ce qu'il dit. Il est mieux placé que moi pour le dire. Et pourquoi le dit-il? Oui. Pourquoi le dit-il? En tout cas, c'est l'impression qu'il donne en filigrane dans son texte. Mais il dit la chose suivante. Il part des années 70 où il était, comme vous le disiez, premier ou deuxième secrétaire de l'ambassade d'Algérie. Oui. Puis conseiller de l'ambassadeur après. Oui. Où il dit que les relations algéro-françaises, les relations officielles algéro-françaises, étaient glaciales, voire inexistantes. Et il cite le cas de l'ambassadeur de France, de Comines, qui n'a été reçu ni par le chef de l'État, qui était Houari Boumediene, ni par le ministre des Affaires étrangères, qui était Abdelaziz Bouteflika. Et pour lui, le fait que l'ambassadeur n'ait pas été reçu ni par le président Boumediene, ni par le ministre des Affaires étrangères Abdelaziz Bouteflika, était considéré par Paris comme un boycott de la France, comme une mise à l'écart de la France, alors que certains ambassadeurs étaient très bien reçus au palais du président du Conseil de la Révolution de l'époque. Oui. Or, est-ce que c'est la réalité des relations algéro-françaises? À l'époque, je pense que non. Boumediene avait reçu Giscard d'Estaing. Oui, mais il y a eu un quiproquo sur Giscard d'Estaing. Malgré cela, il y a eu un grand quiproquo dans le voyage de Giscard d'Estaing. À Constantine. À Alger, à Constantine, dès qu'il arrive, il dit la France historique salue l'Algérie indépendante, ce qui a posé un gros problème. Et même là, Bajolais fait, à mon avis, une erreur de date sur cette question-là parce qu'il en parle. D'accord. Parce qu'il en parle. Mais la réalité des relations algéro-françaises, y compris, et j'allais dire surtout, à l'époque de Boumediene, parce qu'il était président depuis 1965. C'est la permission, l'autorisation de poursuivre les expérimentations chimiques. Oui. De poursuivre les exportations nucléaires. Exact. Bactériologiques et nucléaires. Et les exportations chimiques, sur la base de bidonamous, se sont poursuivies selon les deux parties. De façon très cordiale et dans le secret le plus total pour les Algériens. En 1976, c'est-à-dire 14 ans après l'indépendance. D'autre part, une question... 76. Je vous dirais jusqu'en 1980. Peut-être. Oui, moi je dis. C'est pour ça que je dis. Sauf que les 5 dernières années, les opérateurs militaires français étaient en civil.
C'est la raison pour laquelle je dis selon les déclarations officielles. Ça veut dire, Brahim Younsi, vous êtes en train d'essayer de nous démontrer que M. Bajolet, même s'il a dit des choses, il s'est trompé sur beaucoup de choses essentielles. Et venant de quelqu'un qui a assuré les plus hautes fonctions sécuritaires et diplomatiques en Algérie. Il y a un autre dossier. Lequel? Il y a un autre dossier. Mais rapidement, pour que je puisse... Qui tient beaucoup plus à cœur à la France. D'accord. C'est le dossier linguistique et culturel. Oui. Et je me souviens, moi, d'un grand écrivain algérien, je ne vais pas le nommer, qui a dit que l'Algérie n'a jamais été aussi française que depuis son indépendance. Or, les intérêts linguistiques et économiques, je ne parle pas de l'économie, c'est autre chose, linguistiques et culturels sont préservés. Oui. Et plus que préservés. Et ce n'est pas ce que dit Bajolet dans son livre? Non, il dit que les relations sont quasiment inexistantes. Alors que sur la question culturelle et linguistique, c'est la langue française, c'est la culture française qui domine. Mais rapidement. Oui. Mais alors, sur la question linguistique, c'est-à-dire sur la place en fait, du français dans l'enseignement en Algérie et aussi dans les institutions, il faut quand même, je connais très très bien le dossier, n'est-ce pas, de linguistique en Algérie, autant que vous, pour dire que la place du français a grandement dégringolé pendant des années, n'est-ce pas, laissant place à une langue arabe officielle et, n'est-ce pas, nationale, mais qui, elle non plus, n'a pas assuré, n'est-ce pas, mais de là à dire que le français, c'est vrai qu'au point de vue quantitatif, du point de vue quantitatif, du point de vue démographique, on ne va pas priver les élèves algériens de l'enseignement scolaire, mais c'est vrai, du point de vue quantitatif, il y a une place, heureusement, du français ou d'autres langues ou d'autres matières scolaires, du fait que la masse des élèves a été... Par contre, le français a dégringolé depuis les années 60-70 et jusqu'à nos jours, pratiquement. Et nous allons passer, parce que nous n'allons pas nous dévoiler. Vous ne pouvez pas l'oublier. Et le deuxième point non plus, ça va dans le même sens. Je ne peux pas vous accorder... Mais ce que vous voulez dire, Brahim Younsi, je suppose, c'est que ces relations... Le français a été... Cette absence de relation... La place du français a été véritablement... cassée, détruite en Algérie. Je vais me permettre. Brahim Messier, sur ces relations, vous-même qui avez été haut fonctionnaire international, sur ces relations entre l'Algérie et la France, d'abord, qu'est-ce que vous diriez? Nous parlons des relations actuelles, celles qui ont lieu en ce moment. Est-ce qu'elles sont normales? Est-ce qu'elles sont positives? Est-ce qu'elles sont malsaines? Elles sont normales, pas du tout positives. Je ne sais pas pour quel point de vue, pour quel côté ça ne peut être positif que pour le côté français. Malsaine, je ne sais pas si on lit maintenant ces déclarations, ces révélations de l'ex-ambassadeur, ça veut dire que ce n'est pas aussi propre que ça. Tout à l'heure, M. Benchinou, vous avez commencé votre introduction en essayant de dresser un profil de Bajolet. Si vous permettez, je voudrais rajouter un point concernant ce profil. C'est un des fidèles de François Hollande. Et pourquoi je fais cette remarque? Parce que vous rappelez-vous, au sortir d'une audience avec le président Bouteflika, la fameuse déclaration de François Hollande. Absolument. L'alacrité. L'alacrité. Absolument. En rappelant, je vous laisse poursuivre, en rappelant justement que François Hollande avait fait un voyage exprès à Alger juste pour faire cette déclaration et retourner en France. Et je vous laisse poursuivre. Tout à fait. Donc, en faisant cette déclaration, alors, les écrits de cet ex-ambassadeur, carrément, on est en train de voir, ont balayé carrément d'un revers de la main les mensonges de François Hollande. Maintenant, concernant le contenu de ce livre, et je vais revenir par rapport aux relations franco-algéro-françaises, sur les 29 pages qu'il consacre à ce qu'il appelle, lui, à la Villa des Oliviers, en faisant référence à la résidence de l'ambassade de France. Il y a trois volets principaux. Il y a un volet qui concerne la partie personnelle de cet ex-ambassadeur en parlant du fameux cheval. Il y a une partie qui concerne le volet qui concerne l'état de santé de Bouteflika du président, mais il y a un volet très important qui touche carrément à l'état algérien. Et là, on n'a pas essayé de relever ce point-là. Et tout à l'heure, quand vous avez fait votre introduction, vous avez cité un des 3 points. Le point concernant cette nomenclature qui a gaspillé et qui s'est accaparé les richesses du pays en donnant des miettes au peuple. Ça, c'est un des points qui a touché à l'état algérien. Et en lisant plus ou moins cette déclaration, personnellement, je me demande si ce n'est pas une note verbale qu'il a lui-même repris, une note verbale qu'il a adressée à sa hiérarchie et qu'il a repris carrément dans son livre.
Le deuxième point qui est très important, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec monsieur Brahimi aussi, quand il dit nous regrettons de n'avoir pas donné sa chance à Boudiaf, cela veut dire plusieurs choses, entre autres. Est-ce que cela confirme que la France est partie prenante dans la désignation des présidents algériens? Il n'y a pas plus clair que ça. Il dit nous regrettons. Deuxième lecture qu'on peut faire de cette déclaration. Faut-il croire que la France était partie prenante dans la liquidation du président Boudiaf, Allah yarhamou? Et vraiment, c'est un point d'interrogation qui laisse planer beaucoup de doutes. Et le troisième point qui est très important. Il nous dit que la France a ouvert plus ou moins ses archives et elle a essayé de donner les copies, elle n'a pas touché aux originaux. Mais maintenant, c'est à l'Algérie d'ouvrir les archives du FLN. Ça, c'est très, très grave, M. Benchino. Là, c'est les 3 points sur lesquels je vais voulu insister. Il dit, je n'ai pas compris le dernier point, il insiste pour ouvrir les archives du FLN. Qui doit ouvrir ces archives et à quel niveau? Il a dit qu'il reste à l'Algérie d'ouvrir les archives du FLN. Et les archives qui sont à la disposition de l'Algérie. Absolument, c'est-à-dire il faut dire la vérité par rapport à la véritable histoire de l'Algérie, par rapport à ce qui s'est passé. D'accord. Donc, des archives qui sont, j'allais dire, victimes de rétention délibérée auxquelles on ne peut pas accéder, ni les intellectuels, ni les chercheurs, ni la société d'une façon générale. C'est ce qu'il faut croire dans ces révélations, absolument. Restez avec nous, Brahim Messir. Karim Tabou, Brahim Messir vient de nous dire, parmi les points qui l'ont quelque peu choqué, cette déclaration de Bajolé au sujet du président Boudiaf. Bajolé dit « Nous n'avons pas donné sa chance à Boudiaf, nous avons raté quelque chose ». Et Messir Burhan estime que c'est une reconnaissance, que c'est quasiment la France qui désigne les présidents, les chefs d'État algériens. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez bien dit au début que nous avons une relation assez complexe entre, appelons-les les États, appelons État d'un côté et régime de l'autre côté, mais en tout cas, depuis l'histoire, depuis l'indépendance, les relations algéro-françaises n'ont jamais été ni l'apanage, ni la prérogative des instances officielles. Les relations algéro-françaises ont été toujours sous le monopole absolu des réseaux et des services. L'ambassadeur français... Des réseaux, pardon Karim Tabou, des réseaux et des services français, vous voulez dire? Non, des réseaux des deux côtés et puis les services de renseignement des deux côtés. D'accord. Les relations n'ont jamais été, ne se géraient pas à l'échelle des institutions officielles telles qu'on l'imagine, autant dans un pays démocratique comme la France, mais en tout cas, si on essaie de décrypter le discours qui a été proclamé par Emmanuel Macron, c'est un acte de reconnaissance lorsqu'il dit il faut absolument sortir les relations françaises avec certains pays africains. Il cite l'Algérie, de ce monopole des réseaux, de ces milieux d'affairistes et de ces gens qui n'obéissent à aucun contrôle. Il le dit lui-même. Je pense que le président de la République française a bien conscience que les relations n'ont jamais été des relations. Bien sûr que la situation de l'Algérie est tellement complexe qu'elle évoque le passé, qu'elle évoque les sentiments, qu'elle évoque des deux côtés un certain nombre de sujets qui sont devenus tabous. Et une des questions, c'est l'archive, c'est la mémoire. Et parce que cette mémoire, autant elle peut provoquer des remous, des incompréhensions, voire des débats houleux, et des responsabilités importantes dans certains événements, mais dans tous les cas, les relations algéro-françaises, qui d'ailleurs associent le politique avec le milieu financier, bien évidemment, que la présidence, qu'une élection présidentielle, qu'une décision importante qui doit se prendre en Algérie, il est tout naturellement traité d'abord au niveau des services, et je pense qu'il y a beaucoup, disons, de fonctionnaires français
qui ont tellement collaboré avec les services algériens, qui n'ont jamais connu, en dehors des relations de notes de service, de notes d'alerte, de bulletins qui s'adressaient des services les uns les autres, qu'ils ont eu une déformation. Je ne pense pas que le type qui est à ces postes importants puisse être décalé comme ça, mais tout simplement parce que les relations entre l'Algérie et la France ont toujours été dans une cour qui est sous le monopole absolu du milieu des affaires. Alors, et Karim Tabou, du milieu des services. Karim Tabou, question un peu ardue, j'allais dire. Les Français, plus que tout le monde, j'entends l'État français et les services français, connaissent l'état de santé du président Bouteflika mieux que tout le monde, puisque c'est au Val-de-Grâce et aux Invalides par la suite pour être rééduqués que la situation de M. Bouteflika a semblé définitivement close, qu'il était devenu inapte à gouverner, inapte à parler, inapte à s'exprimer, inapte à réfléchir, qu'il avait perdu toutes ses facultés cognitives, même si cela n'a jamais été reconnu officiellement. Mais tous les Algériens, tous les Kidam le savent parfaitement, tous les jours. Or, curieusement, tous les responsables français, les chefs de l'État, Monsieur Hollande, qui nous avait parlé d'alacrité, Monsieur Macron, qui a reconnu avoir eu des entretiens téléphoniques prolongés avec M. Bouteflika, le président du Sénat français, le ministre de l'Intérieur, l'ex-ministre de l'Intérieur français, l'ex-chef du gouvernement français, tous nous disent que Bouteflika commande, que Bouteflika leur a parlé, que Bouteflika dirige. Pourquoi, à votre avis, pourquoi nous ment-il? Pourquoi ment-il aux opinions publiques françaises? Quel est l'intérêt de tout ça? Pourquoi veulent-ils faire croire qu'un chef d'État qui est complètement débranché, dont aujourd'hui M. Bajolé, qui était DGSE et qui était ambassadeur de France en Algérie, nous dit qu'il est malade, qu'il est maintenu en vie artificiellement? Pourquoi? Pourquoi ces mensonges d'État dans une prise d'otage? La réponse est dans notre question. On est en train d'attendre que des gens puissent s'appliquer à eux-mêmes leurs propres valeurs, mais ce n'est pas le cas. En tout cas, ma petite expérience personnelle, j'étais plusieurs fois délégué dans des forums internationaux, notamment l'International socialiste, et pourtant on avait des camarades en face de nous, en la personne de François Hollande lorsqu'il était premier secrétaire du PS, mais d'une manière systématique, le PS s'opposait à toute résolution proposée par le FFS à l'époque, par Aït Ahmed, qui condamnait le régime algérien et qui demandait qu'on ouvre des enquêtes sur les massacres, sur ce qui se passait dans le pays. Le PS français fut un des partis qui s'opposait d'une manière systématique à toute résolution qui pouvait gêner le régime à Alger. On s'était plusieurs fois interrogé sur les valeurs qu'on proclame, sur la philosophie, j'allais dire les valeurs de l'international socialiste, censées mettre des partis comme le FFS et le PS dans des solidarités militantes. Ce n'est pas le cas. Et c'est la réalité du président du Sénat, du président de la République. Dès lors, chez nous, ces mots n'ont pas de sens. Parce que tout le monde sait que les mandats ne sont donnés que par ces milieux-là. Mais même en France, nous ne soyons pas naïfs, que l'opinion publique française, d'ailleurs la presse n'en parle plus, on a eu quand même des années où les télévisions françaises s'intéressaient quand même au débat sur l'Algérie parce qu'on avait considéré qu'il y avait une forte communauté algérienne, etc. Donc on a trouvé tous les justificatifs pourquoi beaucoup de débats se déroulaient sur les plateaux français. Depuis quelques années, on n'entend plus parler parce que la volonté commune des services et des réseaux, autant en Algérie qu'en France, c'est ne pas laisser de brèche au débat. Je cite un exemple, avant de finir. Oui. Souvenons-nous
que le débat sur le scandale Khalifa fut engagé au début suite à une déclaration d'un député français en la personne de Noël Mamère. Et que la procédure avait fonctionné jusqu'à ce que la France demande officiellement l'extradition de Moumen Khalifa vers la France, de l'Angleterre vers la France. Il se trouve qu'un tel dossier pouvait gêner les services et des personnes importantes autant à Alger mais surtout à Paris. Eh bien, l'arrangement fut décidé pour que la demande d'extradition allait être retirée, et puis par un subterfuge de procédure, on a tout simplement décidé de devancer ce dossier, de le prendre nous-mêmes en charge, et on a rapatrié et le dossier et la personne, tout en oubliant qu'il y a de l'argent énorme qui a été dépensé sous couvert de parrainage de l'équipe de l'Olympique de Marseille, parce que Khalifa Airways avait des dépôts en termes de matériel, et puis les avions étaient sur les tarmacs français, sur les territoires français. Tout ça a été effacé, et finalement, le procès Khalifa, il se déroule au tribunal de Blida. On a fini par condamner le frère Adjamal Mennad, le frère Mzian Eril, une hôtesse de l'air, un surveillant d'une poste. Tous les lampistes possibles et imaginables, et on a quasiment enterré le dossier. Restez avec nous, Karim Tabou. Aziz Zalani, vous vouliez faire une remarque? Oui. Une remarque sur deux points. C'est une erreur commune. Je voulais peut-être finalement crever l'abcès. D'accord. Il faut crever l'abcès. Oui. La question des archives. On n'arrête pas de répéter depuis des années, l'Algérie demande, exige, etc. à la France la restitution des archives. Parce qu'on considère que toutes les archives sont au niveau de l'État français. On considère que, bon, du moins la part des archives d'Algérie, je ne dirais pas algérienne, maintenue, détenue par la France depuis 1962. Et on exige donc la restitution de ces archives, soi-disant, finalement, algériennes. Mais il faut arrêter, crever l'abcès. C'est des archives françaises, appartenant à telle commune, à telle administration, etc., et qui sont telles, et qui sont reconnues comme telles par l'Algérie et par l'ensemble de la communauté internationale. À ce titre, j'ai participé moi-même dans les années, à la fin des années 2000, à un travail à Genève sur la restitution des archives des pays, des ex-pays coloniaux. Et il y avait donc les pays coloniaux et puis sous la houlette des Nations Unies qui avaient créé une commission spécifique pour cela, pour aider les pays ex-coloniaux de récupérer du moins une partie des archives sous la houlette, sous le couvert du droit international, mais pas du tout sur le droit de la souveraineté, parce que ces États-là, et à l'époque on était là, le gouvernement français était sûr de son droit, de son bon droit, d'avoir ces archives. Donc les Algériens, quand ils demandent, ils vont demander une partie, une copie. Une partie des archives françaises sur ces événements. Une copie des archives françaises. Mais les archives algériennes... non, les archives algériennes en Algérie, c'est un autre sujet. Dont on dit qu'elles ont été accaparées par le MALG, notamment. C'est un autre sujet, cela. C'est un autre sujet. Alors, pour un droit international, les archives qui étaient en Algérie, qui ont été ramenées en France, avec d'autres choses, plein d'autres choses, appartiennent à la France en droit. Absolument. Et à l'Algérie va essayer, si elle le souhaite, de les consulter. De les consulter ou d'en avoir une copie. Alors, ce que je voulais vous demander... Zalani, maintenant, monsieur Bajolé nous dit que Bouteflika est quasiment hors jeu, il est malade, il est maintenu en vie artificiellement, alors que d'un autre côté, on nous dit tous les jours que Bouteflika a signé, a limogé, a recruté, a nommé. Alors, est-ce à dire si cela se vérifie? Si réellement ce que dit Bajolé, parce que c'est lui qui le dit, nous le savons depuis longtemps, est-ce que cela pourrait mener d'une façon ou d'une autre vers des éléments qui pourraient nous faire revenir sur l'application de l'article 102? Est-ce que cela pourrait compter? On a ici même sur vos plateaux, plusieurs fois, parlé de l'application de l'article 102, qui se trouve actuellement,
on peut toujours l'exiger, mais comme on est à la veille de nouvelles élections, le plus important, le plus utile, le plus normal, c'est de demander la reconduction, pour les mêmes raisons d'ailleurs, c'est-à-dire l'incapacité impropre à se présenter, dans l'incapacité plutôt de se présenter. Et morale éventuellement, le contraire. Mental. Mental, je veux dire. Moral, je parle par rapport au physique, n'est-ce pas et la capacité mentale et physique et institutionnelle et tout ce qu'on veut j'allais dire de l'ex-président Bouteflika, a brigué un autre mandat. Il me semble que revenir en arrière, redemander à des personnalités internationales, à des gens qui ont vu, qui ont témoigné, etc., est un retour en arrière, à la limite. On n'a pas à demander à M. Bajoli de nous dire ce que nous, on exigeons déjà, et ce qui est une évidence. Monsieur, je mal exprimé. À partir du moment où le régime lui-même mettait en avant les déclarations des uns et des autres, de M. Hollande qui a dit qu'il était en état de discuter de choses complexes, des autres personnalités françaises, de M. Brahimi, de M. Renouchi. Il mettait ça en avant. Regardez, il est capable, puisqu'il l'en dit. Aujourd'hui, qu'il y a une personnalité de l'envergure de Bajolé à dire le contraire. Est-ce que ça pourrait servir? C'est le même poids. Rien. C'est-à-dire autant les déclarations de Brahimi ou d'un ministre français ou autre aller dans le sens d'un état de santé, je ne sais plus quoi, qui pouvait lui permettre de diriger, de continuer, de gouverner, était inacceptable. Autant l'inverse aussi était aussi inacceptable, parce que la question est une question de droit qui concerne la situation algérienne. Le président, M. Bouteflika, s'il souhaite, ou ceux qui l'entourent, s'ils souhaitent dire que ce n'est pas M. Saïd Bouteflika qui gouverne en fait, et d'une manière illégale, illégitime et qui constitue une forfaiture, parce que c'est là le souci, ils n'ont qu'à faire sortir M. Bouteflika et s'exprimer et montrer l'exercice de ses fonctions, parce qu'on n'exerce pas des fonctions officielles clandestinement. À plus forte raison qu'il a parlé à Macron, pourquoi ne parlerait-il pas aux Algériens? Ça reste clandestin. L'exercice d'une fonction officielle, par définition, encore une fois, ce sont des déclarations publiques, la publicité, etc. Brahim Younsi, vous disiez avoir lu donc ce livre, et selon M. Bajolé, ce n'est pas l'État français qui commande, ce n'est pas... Pourquoi dans ce cas, d'après vous, François Hollande, qui est très proche, selon Borhan Messire, de M. Bajolé et Hollande sont très proches, je voulais dire. Pourquoi, dans ce cas, M. Hollande s'est-il déplacé à Alger pour une journée, juste pour faire cette déclaration qui est restée dans l'histoire mais est-ce que ça, c'est commandé? Est-ce que c'est commandé? Beaucoup d'observateurs disent que Hollande a forcé la main au régime pour un 4e mandat. Mais ça, on dit. Et à travers ce discours, il le montre bien, à travers cette déclaration, je veux dire. En tout cas, ce que je veux dire. Oui. D'accord. Qu'est-ce que signifie maintenu en vie artificiellement? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, là, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas le cas. Bon. Il n'est pas maintenu en vie artificiellement. Bon, il n'est pas maintenu en vie artificiellement. Il n'est pas sous appareillage. Absolument. Parce qu'on débrancherait il est maintenu au pouvoir alors qu'il ne peut pas l'exercer. Voilà. Plutôt. Ce n'est pas sa vie qui nous concerne. Il peut vivre encore 1000 ans s'il veut. C'est pas le problème. C'est ses capacités. C'est pas le problème. C'est pas ce que dit Bajolé. Maintenu en vie artificiellement, ça veut dire qu'il est dans un coma et qu'on l'empêche de mourir. Non, c'est pas le problème. Je crois que la formule est impropre. Est-ce que Bajolé maîtrise sa langue, maîtrise la langue française ou pas? Oui. Or, dire qu'il est maintenu artificiellement en vie, c'est faux. Parce qu'il n'est pas sous appareillage. Je suis d'accord. Il faut être... Il n'est pas dans un coma. Clair, il faut être précis sur les mots. Maintenant, nous sommes... Attendez. Nous, vous, moi, Sidi Jamaldine et les Algériens, nous savons et nous l'avons dit. Et nous avons dit que Abdelaziz Bouteflika est incapable et que, comme vous disiez tout à l'heure, l'article 102 aurait dû lui être appliqué depuis au moins 2005. Au moins 2005. C'est une réalité que Abdelaziz Bouteflika est incapable de gouverner l'Algérie. Et il immobilise
son immobilité immobilise l'action de l'Algérie, et notamment à l'extérieur, et nous le voyons actuellement à l'Assemblée générale des Nations Unies, où l'Algérie est totalement inexistante. Si c'était le cas, si c'était l'objectif poursuivi, de rendre l'Algérie... Non, moi je ne sens pas... C'est possible. Moi, je ne sens pas les reins. Je vois la réalité des choses. Et la réalité des choses. Je pose la question. Attendez. Concernant Boudiaf. Bon, il dit ne pas lui avoir donné sa chance. Brahim Messir le dit. Oui. Par défaut, c'est donc la France qui dirige en Algérie, parce qu'elle n'a pas donné sa chance à... Mais Bajoli dit cela 30 ans après. Oui, mais... Il dit cela 30 ans après. Mais attendez, on a parlé d'illégalité et d'illégitimité à l'instant. Est-ce que Boudiaf était légal, légitime? Ben non. Il n'a jamais été légitime. C'est un président illégitime. Alors, il ne faut pas non plus mettre sur un piédestal Mohamed Boudiaf quand on le ramène dans un avion militaire et brocarder les autres. Mohamed Boudiaf n'était pas légitime. Je vais revenir vers vous. Attendez. Mais rapidement, parce que nous sommes à la fin. Je veux dire à Karim Tabou. Oui. C'est vrai ce qu'il a dit. Oui. Totalement vrai. Mais très vite, Brahim. Mais il oublie de dire, c'est une période que j'ai vécue, peut-être un peu avant lui. Oui. Le FFS a été imposé à l'international socialiste. Ils ont éjecté le FLN qui était membre et il est remplacé par le FFS. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est ça l'histoire. Karim Tabou n'est plus avec nous, donc il ne peut pas nous répondre. Mais comme il n'y a plus de temps, je vais me permettre de vous interrompre. Je reviens à vous. Je vais vous donner 1 minute chacun. Je vais vous donner 1 minute. Mais d'abord, Brahim Messir, qui est un peu en déficit. Alors, Brahim Messir, est-ce que vous avez une remarque à faire d'abord sur ce que disent nos invités? Oui, une petite remarque, parce que quand on parle de légitimité de président, je me demande quel est le président qui a été légitime, qui a été élu légitimement depuis 1962. Maintenant, par rapport à la situation de la venue de M. Boudiaf, il y avait une situation exceptionnelle, un état d'urgence où on a suspendu toute application de la Constitution de l'époque et on se limitait uniquement à l'application, enfin du moins au suivi et à la gestion de la situation du pays durant cette décennie. Brahim Messir, rapidement, est-ce que, d'après vous, ces révélations, ces confessions de Bajolé pourraient avoir des conséquences sur la suite des événements, notamment l'échéance présidentielle? Ce qui est sûr, je ne pourrais pas répondre affirmativement à cette question, mais ce qui est sûr, c'est que la sortie de ce livre en ce moment-là, quand même, est malvenue. Il y a quand même anguille sous roche, la situation, du moins le moment de la sortie de ce livre, quand même, risque d'avoir des influences et des conséquences sur, bien évidemment. Est-ce que vous pensez que c'est fortuit que M. Bajolé a écrit un livre et que c'est sorti justement comme ça, ou est-ce que c'était, d'après vous, délibéré? Brahim Messir? Nous avons perdu Brahim Messir. Brahim Messir, vous avez 1 minute et Zalani 1 minute. Il est parti aussi, oui. Messir. Oui. Oui, mais ce qu'il invoque, l'exceptionnalité... Il a raison, il n'y a eu aucun chef d'État légitime. Mais peu importe. Président algérien. Ça, c'est personne. Non, aucun. Ça, c'est... Oui. Bon. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'il y a eu des élections. En 1992, un coup d'État les a interrompus et a interrompu un processus électoral. Oui. Et c'est grâce à Mohamed Boudiaf, qui n'a aucune légitimité, pas même historique. En tout cas, il n'a pas la légitimité populaire. Vous poussez un peu le bouchon quand vous dites que Boudiaf n'a pas de légitimité historique. Non, de légitimité historique à gouverner. D'accord. Pourquoi? D'accord, mais ça prête à confusion. Non, à gouverner. Oui, d'accord. Non, je ne dis pas cela. Il n'a pas été élu. Il a été ramené par les militaires. Donc, ça s'arrête là. Donc, il y avait une légitimité populaire, une légitimité électorale sur laquelle Mohamed Boudiaf avait marché. Il faut dire
les choses telles qu'elles sont. D'accord. Donc il était illégitime. Et il n'y a pas, la Constitution algérienne ne prévoyait pas le cas d'exceptionnalité. Et il n'y avait pas de cas d'exceptionnalité. Les Algériens ont voté pour un parti politique qui a gagné les élections. Mohamed Boudiaf, qui avait dit une semaine auparavant que les élections ont eu lieu, le fils a gagné ces élections, il doit gouverner. Et après, je dis cela parce que Mohamed Boudiaf n'avait pas cessé de critiquer les autres. Or, lui, fait pire en 92. Zalani, une minute. Juste une précision quand même. Elle peut être de taille, a priori. Parce que parfois, le diable est dans les détails. Oui. Mon ami sur le cas avec qui on est souvent d'accord, mais tant mieux quand on est désaccord, parce que ça ne sera rien quand on est d'accord, a parlé de l'incapacité du président, et puis tout à l'heure, hein, et en disant il n'était pas en dehors de ses moyens et autres, etc. Et actuellement, c'est le cas. Et c'est pour cela qu'il n'est pas dit en dehors de ses moyens, non. J'ai dit qu'il était incapable total. Oui, vous parlez de l'incapacité totale. Oui. L'incapacité totale a existé pour Bouteflika. Oui. Je ne dis pas le contraire. Non, elle a existé et elle n'a pas entraîné juridiquement, si vous voulez, sa destitution ou son empêchement. Pourquoi? Il a été, pendant qu'il était au Val-de-Grâce, dans une situation d'impossibilité de gouverner. Oui. Mais il a été rétabli, comme n'importe quel autre chef d'État, qui aurait pu être périodiquement. C'est pour ça. Nous sommes arrivés à la fin. Oui, je termine. Oui. C'est pour ça que la Constitution algérienne permet 2 fois 3 mois. Donc il peut être périodiquement, pour une période d'1 mois ou 2 mois, ou je ne sais plus quoi, dans l'incapacité de gouverner et revenir après au pouvoir. Et dommage, j'avais une question pour vous, je n'ai pas eu le temps de la poser. Est-ce que l'establishment français est pour un 5e mandat? Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps. Il faut lui demander. Moi, je voulais quand même parler des on a dépassé le temps très largement. Du parti pris de Bajolé sur la question du Sahara occidental. Merci à vous tous. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Et vous savez, on a envoyé le générique avant que je ne dise au revoir, tellement que nous avons largement débordé. Voilà, merci.